Donc, de quoi on parle aujourd'hui? On parle bien évidemment des Utopiales. Yann sera au bureau jeudi et il pourra pas être là pour le live. Purée! On nous prend tout, on nous prend vraiment tout. Je le dis comme je le pense, je me sens flouée, volée de tout. C'est quoi les Utopiales? Eh bien, bienvenue, les Utopiales, c'est un festival de science-fiction qui a lieu tous les ans à Nantes. C'est un festival international, avec des invités qui viennent d'un peu partout dans le monde. Cette année, l'invité qui la tête d'affiche disons, qui a fait tout le graphisme et donc l'affiche, c'était Émile Ferris, qui est une autrice de bande dessinée américaine et tous les ans, je vais aux Utopiales. Je suis un grand fan de ce festival, comme, je pense, beaucoup de nerds. Et puis, ben, j'habite à Nantes, donc en fait, c'est aussi très pratique pour moi. Ce soir, c'est mon récap à moi, le récap de Moustique, puisque demain, il y aura mon envoyé spécial Aurore qui va venir nous parler des films. Cette année, j'ai eu la chance d'avoir une seconde accréditation presse qui a été confiée à cette chère Aurore, qui s'en est servie pour aller voir la totalité de la compétition. Puisque du coup, les Utopiales, c'est pas que un festival de littérature, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autrices et d'auteurs de SF qui viennent, mais il y a aussi des réalisateurs et réalisatrices. Il y a une grosse partie du programme qui est une partie cinéma. Et donc, tous les ans, je peux même vous montrer tout ce qu'il y avait en ciné. Tous les ans, il y a une compétition internationale. On en parlera plus demain, plus en détail. Mais des films qui viennent de partout dans le monde. En général, ce sont les premières mondiales. Et donc, Aurore, elle a été tout voir. Je ne sais pas si elle a vu tous les courts-métrages. Et donc, il y a une compétition de long-métrage, une compétition de court-métrage. Il y a aussi un prix roman adulte, un prix roman jeunesse. Donc, ces deux prix-là, ils ont été annoncés en avant-première pendant la conférence de presse. Et il y a le prix BD, donc, que j'attendais avec beaucoup d'impatience, comme tous les ans, puisque, comme vous le savez probablement, je suis un gros nerd de bande dessinée. Donc, cette année, comme je le disais, c'est Émile Ferris, qui est l'autrice de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, une bande dessinée qui est éditée chez Fantagraphique, mes souvenirs sont bons, aux États-Unis et chez Monsieur Toussaint Louverture en France. Le tome 1 est sorti il y a quelques années déjà et on attendait le tome 2 avec beaucoup d'impatience et il est sorti en exclusivité, en avant-première aux Utopiales. Donc on a eu la chance de pouvoir acheter le tome 2. C'est un bonheur, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai bouffé, je l'ai fini, j'ai envie de le relire, enfin bref. Et donc Émile Ferris a fait tout ce qui est donc affiches, programmes, charte graphique, tout ça. Elle n'a pas pu venir aux Utopiales, donc elle n'était pas là cette année. Normalement, la tête d'affiche, c'est toujours un peu l'invité spécial. Et évidemment, elle avait une expo. Donc, on commence par le jour 1, parce que les Utopiales, maintenant, c'est quand même sur 5 jours. Et tisane. Alors, le premier jour, maintenant, avant, c'était la matinée, la première matinée, qui comprenait la cérémonie d'ouverture et la leçon du président. En général, c'est une conférence inaugurale faite par le président des Utopiales, donc qui est depuis quelques années quand même déjà Roland Lehoucq, astrophysicien. Et il y avait un ciné-concert de Robocop, il y avait plein de trucs. Je n'y ai pas été, puisque j'étais coincée sous Vénus, le gros chat, parce que en fait j'avais plusieurs entretiens à préparer, j'étais un petit peu à la masse, un petit peu fatiguée aussi. Donc j'avoue que mon premier jour des Utopiales, je suis restée au chaud, sous un plaid, sous un chat. Mais ça n'était que partie remise. On attaque tout de suite le jour 2. C'est parti. Donc là, il n'y a pas grand monde parce que c'est le jeudi matin. Le jour le plus blindé, c'est
très régulièrement, soit le vendredi, soit le samedi. Là, c'est des grosses, grosses journées. J'ai commencé par aller voir une conférence sur la nouvelle Ceux qui partent d'Omélas d'Ursula Le Guin. Cette année, il y avait donc tous les ans, il y a plusieurs parcours thématiques aux Utopiales et cette année, il y avait un parcours fil rouge qui se consacrait à la nouvelle Ceux qui partent d'Omélas d'Ursula Le Guin, qui est une nouvelle vraiment, vraiment chouette, que je vais vous lire juste après. Et c'était une conférence présentée par Cléo Colomb, qui est philosophe des techniques, qui donne des cours à des ingénieurs. Et c'est une nouvelle qui l'intrigue énormément. Et donc elle nous en a parlé plus en détail. Et elle a proposé plusieurs analyses différentes que j'ai trouvées très intéressantes. Alors il faut savoir que j'ai vu 2 conférences sur Omélas le premier jour et j'avais pas lu la nouvelle. Mais en fait ça valait le coup parce que ça m'a donné plein de clés pour la comprendre. Donc c'est vraiment une nouvelle qui est très courte. Je vous la lis. Et puis on parlera après probablement de l'introduction. Je vais vous la lire en diagonale, mais c'est une nouvelle qui va décrire d'abord la fête de l'été, et c'est une nouvelle qui est très descriptive. Dans un fracas de cloches qui fit s'envoler les hirondelles, la fête de l'été entra dans l'éclatante cité d'Omélas, qui domine la mer de ses tours. Dans le port, l'agrément des navires scintillait de fanions. Dans les rues, entre les maisons aux toits rouges et aux murs peints, entre les vieux jardins moussus et les avenues bordées d'arbres, devant les grands parcs et les bâtiments publics, les processions s'avançaient. Certaines étaient solennelles. Des vieillards vêtus de longues robes grises et mauves, des maîtres ouvriers au visage grave, des femmes souriantes mais calmes, qui portaient leurs enfants et bavardaient tout en marchant. Dans d'autres rues, le rythme de la musique était plus rapide. Un vacarme de gonds et de tambourins, et les gens dansaient. Toute la procession n'était qu'une danse. Les enfants bondissaient de tous les côtés et leurs cris aigus s'élevaient comme les vols d'hirondelles par-dessus la musique et les chants. Toutes les processions remontaient vers le nord de la ville, vers la grande prairie appelée les Verts Champs, où garçons et filles, nus dans l'air ensoleillé, les pieds, les chevilles et leurs longs bras souples couverts de boue, exerçaient leurs chevaux avant la course. Les chevaux ne portaient pas le moindre harnachement, à part un licou sans mort. Leurs crinières étaient ornées de rubans argent, vert et or. Ils écartaient les naseaux, piaffaient et se pavanaient. Ils étaient très excités, le cheval étant le seul animal ayant fait sienne nos cérémonies. Dans le lointain, au nord et à l'ouest, s'élevaient les montagnes, encerclant à moitié Omélas dans leur immense étau. L'air du matin était si pur que la neige qui couronnait encore les 18 monts brillait d'un feu blanc et or dans l'éclat du soleil, sous le bleu profond du ciel. Il y avait juste assez de vent pour faire flotter et claquer de temps en temps les bannières qui limitaient le champ de course. Dans le silence des larges prés verdoyants, on pouvait entendre la musique serpenter dans les rues de la ville lointaine, puis plus proche, et s'avançant toujours, présent, agréable et diffus dans l'air, qui tremblait parfois et s'assemblait pour éclater en un énorme et joyeux tintement de cloches. Joyeux. Comment peut-on parler de la joie? Comment décrire les citoyens d'Omélas? Ce n'étaient pas des gens simples, voyez-vous, bien qu'ils fussent heureux. Mais les mots qui expriment la gaieté ne se disent plus beaucoup. Tous les sourires sont maintenant devenus archaïques. Une telle description tend à faire penser à l'apparition prochaine du roi, monté sur un splendide étalon et entouré de ses nobles chevaliers, ou peut-être dans une litière d'or portée par des esclaves musclés. Mais il n'y avait pas de roi. Il n'utilisait pas d'épée, il n'avait pas d'esclaves. Ce n'étaient pas des barbares. Je ne connais pas les règles et les lois de leur société, mais je me doute qu'elles étaient très peu nombreuses. Et comme ils vivaient sans monarchie et sans esclavage, ils n'avaient pas non plus de bourse des valeurs, de publicité, de police secrète ni de bombes atomiques. Et pourtant, je répète que ce n'étaient pas des gens simples, des bergers tranquilles, de nobles sauvages, des utopiens débonnaires. Ils n'étaient pas moins compliqués que nous. L'ennui est que nous avons la mauvaise habitude, encouragée par les pédants et les sophistes, de considérer le bonheur comme quelque chose de plutôt stupide. Seule la douleur est intellectuelle, seul le mal est intéressant. Voilà la trahison de l'artiste. Un refus d'admettre la banalité du mal et le terrible ennui de la douleur. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez leur rang. Si cela fait mal, recommencez. Mais louer le désespoir, c'est condamner la joie. Adopter la violence, c'est perdre tout le reste. Et nous avons presque tout perdu. Nous ne pouvons plus décrire un homme heureux, ni célébrer la moindre joie. Pourrais-je en quelques mots vous parler des habitants d'Omélas? Ce n'étaient pas des enfants naïfs et heureux, bien que, en fait, les enfants fussent heureux. C'étaient des adultes mûrs, intelligents et passionnés, dont la vie n'était pas misérable. Ô miracle! Mais j'aimerais pouvoir en donner une meilleure description. J'aimerais pouvoir vous convaincre.
Omélas résonne dans ma bouche comme une ville de contes de fées. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un pays lointain. Peut-être faudrait-il mieux vous efforcer de l'imaginer vous-même, en supposant que le résultat pourra vous convenir, car je ne pourrai certainement pas vous satisfaire tous. Par exemple, qu'en est-il de la technologie? Je pense qu'il n'y avait pas de voitures dans les rues ni d'hélicoptères au-dessus de la ville. Cela provient du fait que les habitants d'Omélas sont des gens heureux. Le bonheur est fondé sur un juste discernement de ce qui est nécessaire et de ce qui n'est ni nécessaire ni nuisible, et de ce qui est nuisible. Si l'on considère la seconde catégorie, celle de ce qui n'est ni nécessaire ni nuisible, celle du confort, du luxe, de l'exubérance, etc., ils pouvaient parfaitement avoir le chauffage central, le métro, les machines à laver et toutes sortes de merveilleux appareils que nous n'avons pas encore inventés ici. Des lampes flottantes, une autre source d'énergie que le pétrole, un remède contre le rhume. Ça continue sur encore quelques paragraphes. Et puis, en fait, elle prend à partie le lecteur ou la lectrice. C'est-à-dire que elle vous dit, on peut mettre ce que vous voulez dans Omélas. C'est comme vous voulez. C'est vraiment une nouvelle où on va rajouter des choses, des sourires, des cloches, des parades, des chevaux. Alors, ajoutez donc une orgie. Si cela vous paraît utile d'ajouter une orgie, n'hésitez pas. Cependant, ne nous laissons pas entraîner à y installer des temples d'où sortent de magnifiques prêtres et prêtresses entièrement nus, déjà à moitié en extase et prêts à copuler avec quiconque, homme ou femme, amant ou étranger, désirant l'union avec la divinité du sang, bien que ce fût ma première idée. Mais vraiment, il serait mieux de ne pas avoir de temple dans Omélas. Du moins pas de temple matériel. La religion, oui, le clergé, non. Ces jolies personnes dénudées peuvent sans doute se contenter de marcher dans la ville, s'offrant comme de divins soufflets à l'appétit des affamés et au plaisir de la chair. Laissons-les rejoindre les processions, laissons les tambourins résonner par-dessus les copulations, laissons les gonds proclamer la gloire du désir. Et ce n'est pas un point négligeable que les enfants issus de ces délicieux rituels soient aimés et élevés par la communauté entière. Une chose dont je sais qu'elle n'existe pas à Omélas, c'est le crime. Mais que pourrait-il y avoir d'autre? Tout d'abord, je pensais qu'il n'y avait pas de drogue, mais c'est une attitude puritaine. Pour ceux qui le désirent, la douceur insistante et diffuse du drooz peut parfumer les rues de la ville. Le drooz apporte d'abord dans l'esprit et le corps une grande clarté et une incroyable légèreté, puis après quelques heures, une langueur rêveuse, et enfin de merveilleuses visions du véritable arcane et des plus grands secrets de l'univers. Pour ceux qui ont des goûts plus modestes, je pense qu'il devrait y avoir de la bière. Quoi d'autre? Que peut-on trouver d'autre dans une joyeuse cité? Le sens de la victoire, certainement, la célébration du courage. Mais puisque nous n'avons pas de clergé, n'ayons pas non plus de soldats. Et ça s'arrête pas, ça continue. C'est-à-dire que pendant des pages et des pages et des pages, il se passe rien. Elle nous dit, il y a ci, il y a ça. C'est une ville belle, où les gens sont heureux, où il fait bon vivre et où tout le monde va bien. Et elle nous dit, si vous n'y croyez pas suffisamment, on peut rajouter ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous, lecteurs et lectrices, venez, appropriez-vous Omélas. Faites de cette cité la vôtre. Faites que vos idéaux et vos rêves soient, à l'intérieur d'Omélas, une cité idéale. La plupart des processions ont maintenant atteint les verts champs. Une merveilleuse odeur de cuisine s'échappe des tentes rouges et bleues des pourvoyeurs. Les figures des petits enfants sont couvertes de confitures. Quelques miettes d'une savoureuse pâtisserie sont emprisonnées dans la barbe grise d'un jeune homme au visage doux. Les jeunes gens et les jeunes filles ont monté leurs chevaux et commencent à se regrouper près de la ligne de départ de la course. Une vieille femme, petite, grosse et souriante, distribue des fleurs de son panier, et de grands jeunes gens les mettent dans leurs chevelures brillantes. Un enfant de 9 ou 10 ans est assis à la limite de la foule, seul, et joue d'une flûte en bois. Les gens s'arrêtent pour l'écouter et lui sourient, mais ils ne lui parlent pas car il ne cesse de jouer et ne les voit pas. Ses yeux sombres perdus dans la magie douce et légère de la mélodie. Il s'arrête et baisse lentement les mains en tenant la flûte en bois. Comme si ce petit silence personnel était le signal, une trompette se met tout à coup à sonner depuis la tente qui est placée près de la ligne de départ. Impérieuse, mélancolique, perçante. Les chevaux ruent sur leurs pattes élancées et quelques-uns hennissent en retour. Ils commencent à former un rang le long de la ligne de départ. La foule qui borde le champ de course ressemble à une prairie d'herbes et de fleurs agitées par le vent. La fête de l'été vient de commencer. Y croyez-vous? Acceptez-vous la réalité de cette fête, de cette ville, de cette joie? Non? Alors laissez-moi vous décrire encore une chose. Dans le sous-sol de l'un des magnifiques bâtiments publics d'Omélas, ou peut-être dans la cave d'une de ces spacieuses habitations privées, il y a une pièce. La porte est fermée à clé et il n'y a pas de fenêtre.
Un peu de lumière poussiéreuse se glisse à l'intérieur, par les fentes du plancher, venant d'une fenêtre recouverte de toiles d'araignée, quelque part de l'autre côté de la cloison. Dans un coin de la petite pièce, 2 balais aux brosses dures, sales, d'une odeur répugnante, sont placés près d'un seau rouillé. Le sol est sale, un peu humide au toucher, comme le sont généralement les sols des caves. La pièce fait environ 3 pas de long et 2 de large, à peine un placard à balai ou à outils abandonné. Un enfant est assis dans cette pièce. Peut-être un garçon ou une fille. Il paraît avoir environ 6 ans, mais en fait, il en a près de 10. C'est un faible d'esprit. Peut-être est-il né déficient, ou peut-être son imbécilité est-elle due à la peur, la malnutrition et le manque de soins. Il se gratte le nez et tripote parfois ses orteils ou son sexe, et il reste assis, recroquevillé, dans le coin opposé au seau et au balai. Il a peur des balais. Il les trouve horribles. Il ferme les yeux, mais il sait que les balais sont toujours là, et la porte est verrouillée, et personne ne viendra. La porte est toujours verrouillée, et personne ne vient jamais. Sauf quelquefois. L'enfant n'a aucune compréhension du temps ou de l'intervalle. Quelquefois, la porte grince affreusement et s'ouvre, et une personne, ou plusieurs personnes apparaissent. L'une d'entre elles peut entrer et frapper l'enfant pour qu'il se lève. Les autres ne s'approchent jamais, mais regardent à l'intérieur avec des yeux effrayés et dégoûtés. L'écuelle et la cruche sont remplis à la hâte, la porte est fermée à clé, les yeux disparaissent. Les gens qui sont à la porte ne disent jamais rien, mais l'enfant qui n'a pas toujours vécu dans ce placard peut se rappeler la lumière du soleil et la voix de sa mère. Parle parfois. « Je serai sage, dit-il. S'il vous plaît, laissez-moi sortir, je serai sage. » Ils ne répondent jamais. La nuit, l'enfant criait pour qu'on l'aide et il pleurait beaucoup. Maintenant, il n'aimait plus que quelques gémissements. Il parle de moins en moins souvent. Il est si maigre que ses jambes n'ont pas de mollets, son ventre est protubérant. Il vit d'un demi-bol de farine et de blé et de graisse par jour. Il est nu. Ses fesses et ses cuisses ne sont qu'une masse d'ulcères infectés, et il est continuellement assis dans ses propres excréments. Ils savent tous qu'il est là, tous les habitants d'Omélas. Certains comprennent pourquoi, certains non, mais tous comprennent que leur bonheur, la beauté de leur ville, la tendresse de leurs relations, la santé de leurs enfants, la sagesse de leurs savants, le talent de leurs créateurs, même l'abondance de leurs moissons et la clémence de leur climat dépendent entièrement de l'affreuse misère de cet enfant. On explique généralement cela aux enfants lorsqu'ils ont entre 8 et 12 ans, quand ils sont en âge de comprendre. La plupart de ceux qui vont voir l'enfant sont des jeunes, bien que des adultes viennent encore assez souvent ou reviennent pour le voir. Peu importe la façon dont on leur a expliqué, ces jeunes spectateurs sont toujours choqués et dégoûtés par sa vue. Ils ressentent l'écœurement auquel ils s'étaient crus supérieurs. Ils ressentent la colère, l'outrage, l'impuissance, malgré toutes les explications. Ils aimeraient faire quelque chose pour l'enfant, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Si l'enfant était conduit à la lumière du soleil, hors de cet endroit abominable, s'il était nettoyé et nourri et réconforté, ce serait sans doute une bonne chose. Mais si l'on faisait ça, toute la prospérité, la beauté et la joie d'Omélas seraient détruites dans l'heure qui suivrait. Telles sont les conditions. Échanger toute la bonté et la grâce de chaque vie d'Omélas contre cette simple et minime amélioration. Rejeter le bonheur de milliers de gens pour la possibilité de bonheur d'un seul, ce serait laisser pénétrer le crime dans la ville. Les conditions sont strictes et absolues, il ne faut même pas dire un mot gentil à l'enfant. Souvent, les jeunes gens rentrent chez eux en pleurs ou remplis d'une rage contenue quand ils ont vu l'enfant et affronté ce terrible paradoxe. Ils peuvent le ruminer pendant des semaines ou des années, mais avec le temps, ils commencent à se rendre compte que, même si l'enfant était relâché, il ne tirerait pas grand-chose de sa liberté. Un petit plaisir vague de chaleur et de nourriture sans doute, mais guère plus. Il est trop déficient et stupide pour connaître la moindre joie réelle. Il a vécu dans la peur pendant trop longtemps, pour en être jamais libéré. Ses habitudes sont trop sauvages pour qu'il puisse réagir à un traitement humain. En fait, après si longtemps, il serait sans doute malheureux, sans mur pour le protéger et sans ténèbres pour ses yeux et sans ses excréments pour s'y asseoir. Leurs larmes devant cette cruelle injustice s'assèchent lorsqu'ils commencent à percevoir la terrible justice de la réalité et à l'accepter. Ils connaissent la compassion. C'est l'existence de l'enfant et leur connaissance de son existence qui rend possible la noblesse de leur architecture, la force de leur musique, la grandeur de leur science. Croyez-vous à eux maintenant ? Ne vous semble-t-il pas plus réel ? Mais il y a encore une chose à dire et celle-ci est presque incroyable. Parfois, un ou une des adolescents qui vont voir l'enfant ne revient pas chez lui pour pleurer ou ruminer sa colère. En fait, il ne rentre plus chez lui. Quelquefois également, un homme ou une femme adulte devient silencieux pendant un jour ou deux, puis quitte son foyer. Ces gens-là sortent dans la rue et la descendent, solitaires. Ils continuent de marcher et quittent la ville d'Omélas. Chacun s'en va, garçon ou fille, homme ou femme. La nuit tombe. Le voyageur doit traverser des villages, passer entre les maisons aux fenêtres éclairées, puis continuer dans les ténèbres des champs. Solitaire, chacun va vers l'ouest ou le nord, vers les montagnes. Ils continuent. Ils quittent Omélas, ils s'avancent dans les ténèbres et ne reviennent pas. Pour la plupart d'entre nous, l'endroit vers lequel ils se dirigent est encore plus incroyable que la cité du bonheur. Il m'est impossible de le décrire. Peut-être n'existe-t-il pas.
Mais pourtant, il semble savoir où ils vont, ceux qui partent d'Omélas. Cette nouvelle, elle est très perturbante pour plein de points différents. C'est-à-dire que, bon, à première vue, c'est une nouvelle sur le système dans lequel on vit. C'est-à-dire, il y a un espèce de dilemme moral, on est obligé d'accepter quelque chose d'horrible, on est obligé d'accepter de la violence pour pouvoir se permettre de vivre dans une société qui va être heureuse, qui va être complexe. Et donc, il y a cette dissonance cognitive, c'est tout le point de la conférence de Cléo Colomb, c'est que donc on est obligé de voir, on est obligé de savoir, on est obligé d'accepter cet enfant maltraité pour pouvoir vivre heureux, pour pouvoir avoir accès au bonheur. Et il y a un côté un peu étrange, c'est-à-dire que quand on connaît Ursula Le Guin, quand on l'a étudié, quand on a lu plusieurs de ses textes, ça sonne pas très juste. C'est-à-dire que ça sonne un peu faux. C'est pas son genre. Il y a un petit goût amer dans le fond de la gorge, et c'est pas son style d'écriture d'habitude. Et Cléo Colomb, elle pointe dans son explication le fait que le narrateur ou la narratrice, ici probablement Ursula Le Guin, prend toujours à témoin la personne qui lit. C'est-à-dire qu'elle dit mais est-ce que vous y croyez? Vous n'y croyez pas. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? Vous imaginez cette vie belle, on peut rajouter ce que vous voulez. C'est vous, en tant que lecteur et lectrice, qui allez construire cette cité idéale. Mais dans tous les cas, vous n'y croirez pas. Et moi, personnellement, je sépare cette nouvelle en 3 parties. Cléo Colomb la sépare en 2 parties, c'est-à-dire la longue partie de description de la ville et la partie de l'enfant. Moi, je rajouterais une 3e partie qui est encore plus courte, qui est le tout dernier paragraphe sur ceux qui partent d'Omélas. Parce que pour moi, ce titre, il n'est pas donné au hasard. Et donc, on a effectivement 8 pages de description de la ville, 2 pages de description de l'enfant et un paragraphe final. Et selon Cléo Colomb, le point d'Ursula Le Guin, il est sur la phrase charnière où elle dit « Vous n'y croyez pas? Non, alors laissez-moi ajouter quelque chose. » Et c'est l'idée que on a tellement l'habitude de fictionner, de voir, d'imaginer des fictions qui sont dures, qui ne sont pas utopiques et qui sont violentes, qu'on ne peut pas y croire en fait à Omélas à première vue. On refuse de l'accepter, on refuse d'y croire, et donc on se sent obligé de chercher quelque chose. On se dit, ça n'est pas possible, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et donc elle rajoute cette partie, un peu pour dire, ben voilà, maintenant vous êtes content? Est-ce que maintenant vous avez eu ce que vous voulez? Maintenant que j'ai torturé un enfant, est-ce que vous y croyez? Parce que vous ne pouvez pas croire au bonheur et vous n'êtes pas capable de croire à la beauté des choses parce que vous n'avez plus l'habitude. Et c'est un point qui met aussi en avant le fait que notre imaginaire mental, il est créé et il se fabrique au quotidien à partir de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, des œuvres avec lesquelles on interagit. Et si toutes les œuvres avec lesquelles on interagit, ce sont des œuvres qui sont dystopiques, ce sont des œuvres qui sont profondément dramatiques, ce sont des œuvres qui sont violentes, et ben notre imaginaire, il va forcément ne penser plus qu'à ça, et il sera plus capable d'imaginer autre chose. Et donc cette nouvelle d'Ursula Le Guin, selon Cléo Colomb, et je pense, enfin pour moi c'est l'un des points les plus importants de la nouvelle, c'est qu'il nous dit, ben en fait, il est temps de créer d'autres imaginaires, il est temps d'ouvrir les yeux sur les choses qu'on montre, les choses qu'on voit, les choses qu'on donne à voir, et il est temps de recréer d'autres façons de faire. Et en créant de nouveaux imaginaires, on va pouvoir créer de nouveaux futurs, puisqu'en fait on ne peut pas imaginer des choses, en fait notre imagination elle est toujours basée sur ce qu'on connaît, et donc ben
d'une manière, enfin d'une certaine façon, on biaise nos imaginaires. Et c'est aussi pour ça que Ceux qui partent de Mélas était un fil rouge des Utopiales de cette année, parce que le thème c'était la paix. Le thème c'est l'harmonie, je crois. C'est ça. Le thème de cette année c'est l'harmonie et ça se décline sous 4 thématiques, donc la paix, l'équilibre, le cycle et la dissonance. Et c'est ça aussi, c'est que nos imaginaires ils sont enfermés, et donc si on veut pouvoir imaginer de nouveaux futurs, si on veut pouvoir imaginer des futurs qui se basent sur la solidarité, qui se basent sur une justice sociale, eh ben, il faut qu'on puisse écrire ce genre de choses d'abord pour pouvoir les imaginer et pour pouvoir les mettre en place. Donc voilà, donc c'était super intéressant. Moi, j'ai absolument adoré. Depuis, j'ai lu 3 ou 4 fois la nouvelle. Déjà, je trouve que c'est une nouvelle incroyable. Et je suis très content que ça a été le centre du... Enfin, que c'était l'une des thématiques des Utopiales. Et Cléo Colomb, donc elle nous racontait un peu sa vision donc de la nouvelle. Et elle nous parlait aussi, c'est-à-dire qu'elle, elle est prof pour des ingénieurs et pour des gens qui travaillent dans l'ingénierie. Et en fait, elle s'est servie de cette nouvelle pour leur faire écrire des choses. Et ça a énormément marché, ça a beaucoup pris, et c'est un texte qui est très très utile dans la création littéraire, parce que c'est un texte qui donne envie de créer, donne envie d'écrire d'autres choses sur les gens qui restent à Omélas, sur cet enfant, sur les gens qui partent d'Omélas. Et c'est aussi un point qui pour moi est super intéressant, c'est que justement cette nouvelle, en plus de te faire réfléchir là-dessus, elle te donne envie de créer et elle te pousse vers d'autres imaginaires. Donc voilà, on pourra en reparler plus en détail. Enfin, je pense que moi, c'est une nouvelle qui m'a énormément marqué. On va en reparler en vrai dans 5 minutes, parce que j'ai vu du coup dans cette journée-là, la journée du jeudi, une autre conférence sur Ursula Le Guin et sur Omélas. Donc on va pouvoir parler de ce qui est pour moi le plus important. Bah, Priscille, tu nous as pas dit pour la 3e partie. Je vous en parle juste après. Parce que pour moi, le plus important dans Omélas, c'est la 3e partie. Et là, on n'en a pas trop parlé dans cette conférence-là, et on en a plus parlé l'après-midi. Ensuite, après m'être retourné la tête avec Omélas, j'ai rencontré Lolita Couturier, qui est l'autrice donc de Détour par Epsilon. C'était un super moment. On a parlé pendant je sais pas combien de temps, 1h30 je crois. Enfin, c'était une grosse conversation. On a beaucoup parlé de manga, parce que elle est née en 2000, donc elle a grandi aussi avec les mangas. Et on a plein de mangas en commun. Vraiment, Bleach, Soul Eater, Dick Grayman, des séries incroyables. Les Dick Grayman sont derrière moi avec les Full Metal. Super série. Donc je vous conseille beaucoup, enfin je vous conseille vraiment Détour par Epsilon. C'est un diptyque de post-apo. Et ça fait du bien d'avoir du post-apo qui se prend pas la tête. Pour le dire simplement, du post-apo, pas oh là là, la Terre est détruite, on va tous mourir, bliblablou. En fait, le post-apo, pour moi, c'est un genre qui est foncièrement optimiste. Et ça fait du bien de lire du post-apo optimiste. On s'entend optimiste, hein, mais il fait beau, les couleurs sont incroyables. Ça se passe dans le sud de la France, donc le ciel il est bleu, bleu, bleu. Il y a des trop beaux nuages, il y a des forêts, c'est magnifique. C'est si agréable. Je mets la note de 10 sur 10, et en plus c'est une première BD. Ça a été en fait donc séparé en 2 tomes, mais réussir à sortir ça comme première BD, c'est un tour de force. Je peux les prêter, évidemment, j'ai les 2 tomes. Ensuite j'ai fait quoi? Ensuite j'ai été au cinéma pour aller voir Le Village des damnés.
et je vais vous montrer, on va se regarder la bande-annonce quand même, du Village des damnés. Ce serait bien bête de passer à côté de la bande-annonce, quoi. Alors attendez, parce qu'il faut que je coupe la musique en fait. Qu'est-ce que je bouine là? On se tape pas la petite musique en fond. Hop, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. C'est un film qui date de 1960, que j'ai beaucoup aimé. Science fiction has never imagined so strange or terrifying a story as that of the village of Midwich, England, cut off from life as we know it by some mysterious force. And later, at one and the same time, a child was born to every woman in the village. Children that grew to look like this. Beautiful youngsters behind whose fiery, hypnotic eyes lurked the demon forces of another world. They're not human. They ought to be destroyed. Forces put to such sinister use that it became a national emergency. We are gathered here as advisors, as scientists, as government experts. Have we established anything about the origins of these children? There is the possibility of the transmission of energy. Let me get this straight. You imply that these children may be the result of impulses directed towards us from somewhere in the universe. What we need is time to investigate. Are you aware of life on another planet? Regardez, ils ont tous des franges ridicules. Why are you so nervous when an aircraft flies above you? Until recently, we haven't been able to make our control reach as far as a high aircraft. Oh, now you have, is that it? Today, their control reaches out into space. Tomorrow, will it girdle the globe? There's nothing you can do to stop us. Leave us alone. Voilà, je lui mets 10 sur 10, j'ai adoré. Non, non, mais arrêtez de me lancer. Ouais, en ce moment, je regarde beaucoup de documentaires Arte, donc c'est pour ça qu'il beaucoup de documentaires Arte. Alors, c'était un très cool documentaire que j'ai beaucoup, enfin documentaire, pas du tout, n'importe quoi. Moustique, pas du tout concentré. C'était un super film que j'ai beaucoup aimé. Il est effrayant ton truc. Alors, bon. À l'époque, alors voilà, c'est un film qui date de 1960. Il faut remettre les choses en perspective. Il en fallait peu pour faire peur à l'époque. Oui, bon. C'est pas un film enfin très effrayant. C'est-à-dire que on est 8 ans avant. Oui, c'est ça, 8 ans avant La Nuit des Morts Vivants de Romero. Pour le coup, la gestion de l'horreur de Romero n'est pas du tout la même. Après, moi, c'est un film que j'avais super envie de voir depuis très longtemps. Il y a eu un remake qui date de 1995, qui a été fait par, je crois, Carpenter. Je vais ouvrir à Vénus, parce que là, elle est en train de creuser un tunnel dans ma porte. Je viens de me faire engueuler en mode comment ça t'as pas entendu que je grattais à la porte depuis 4 heures dans le but seulement de rentrer pour ressortir. Alors baisser la musique. Hop là. Donc c'est un film que j'avais très envie de voir et qui en effet a été
refait par Carpenter en 95. Parle pas dans le micro, Vénus. Donc le gros chat voulait juste venir. Ok. Tu veux t'installer là, c'est ça? Ne te roule pas sur le clavier, s'il te plaît. Vraiment le bonheur d'avoir un énorme chat avec soi. Alors si je vous envoie des messages bizarres, c'est normal, c'est que Vénus aïe. Vénus dort sur le clavier. Ok. Vénus, on fait des câlins, mais s'il te plaît, laisse-moi finir mon live. Donc, le film est très cool. En vrai, j'ai beaucoup aimé. Il y avait des trucs auxquels je m'attendais pas du tout. Difficile, par contre, de les prendre au sérieux parce que ils ont leur frange blonde qui... Je sais pas, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment impossible de les prendre au sérieux avec... Ils ont tous la même frange et ils sont tous trop bizarres, mais il y avait quand même des trucs chouettes. Voilà, je pense que c'est quand même un classique de l'horreur et que c'est pas mal de l'avoir vu. Donc si vous aimez les films d'horreur, des années 50 et 60, c'est une niche certes, mais je pense que Le Village des damnés vaut le coup. Et puis, pourquoi pas regarder le remake de Carpenter ensuite, quoi, parce que ça c'est chouette aussi. Un remake de Carpenter, on crache pas dessus, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée voir une conférence sur Omelas. Parce que, une, c'est bien, deux, c'est quand même vachement plus cool. Et donc, c'était une conférence qui parlait du bouc émissaire. Le petit texte parle d'une victime expiatoire, humaine ou pas, choisie pour endosser une responsabilité ou une faute pour laquelle elle est pourtant innocente. Et donc on reparle d'Omelas en se disant, est-ce que cette figure de l'enfant ne serait pas une figure de bouc émissaire? Donc cette fois-ci, il y avait toujours Cléo Colomb qui était... Pardon, je recule, je fais des mouvements un peu brusques parce que Vénus se frotte au pied du micro. Et donc le micro bouge de manière... Comment on dit? De manière impromptue. Et donc sur scène, il y avait Cléo Colomb qui modérait, Jeanne Debatz, Bleu Nguillou et Michael Roch. J'ai lu des livres de 0 personne, enfin 3 personnes étaient sur scène, sont écrivains et écrivaines. Moi j'ai lu aucun de leurs livres, hein. J'annonce déjà, si c'est pas des BD, c'est rare que j'ai lu les romans. Et j'étais pas du tout d'accord avec le ton de la conférence, avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'est dit. Et justement, c'était très très étrange comme conférence parce que elles ont parlé de la figure du bouc émissaire dans leurs œuvres, dans leurs romans, dans la façon dont dans l'écriture ça s'applique. Faut savoir que la figure du bouc émissaire, qu'elle soit dite dans ces termes-là ou pas, c'est une figure qu'on retrouve un peu partout dans le monde, je suis à peu près sûre quasiment toutes les mythologies, c'est-à-dire que c'est une figure qui a été décrite pour la première fois en Grèce antique, mais c'est une figure qui vient de tradition hittite qui date du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est très vieux et c'est des pratiques qu'on retrouve dans beaucoup de pôles culturels. C'est-à-dire que dans les contes et les légendes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'Amérique du Nord, c'est des figures qu'on retrouve en fait. Il y a pas mal de figures en fait qui sont des figures mythologiques un peu partagées, et cette figure-là, elle en fait partie. Et donc, on pose la question de est-ce que la paix nécessite par essence qu'on lui sacrifie un individu?
Et donc, il y avait des réflexions sur le fait que, aujourd'hui, notre société, en fait, on vit à Omélas. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux sur le fait que tous nos objets du quotidien sont fabriqués par des gens qui sont réduits en esclavage, qui sont abusés, qui sont violentés, et notre société, elle est fondamentalement basée sur une violence intrinsèque. Et on peut pas y faire grand-chose. Enfin, on peut y faire des choses, mais on vit à Omélas parce que on voit les choses et on n'a pas le choix d'accepter. Et pour moi, ça pose le problème de cette lecture-là. C'est une lecture qui prend pas en compte les gens qui partent d'Omélas. Et Jeanne Adebat disait, les gens qui partent d'Omélas, c'est des lâches. C'est des gens qui veulent pas rester pour lutter, qui veulent pas rester pour aider l'enfant. Mais dans le texte, c'est clairement dit que les gens qui restent, ils luttent pas. Les gens qui restent, pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, les gens qui restent, c'est les gens qui sont lâches. C'est les gens qui partent qui sont importants. C'est-à-dire que ça me semble être une analyse littéraire et propre à la pensée d'Ursula Le Guin, de mettre en avant ce dernier paragraphe. Ce paragraphe qui est super court, cette troisième partie qui est minuscule, c'est elle qui porte l'intérêt narratif de la nouvelle. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que le titre de la nouvelle, c'est Ceux qui partent d'Omélas. Parce qu'en fait, c'est eux, c'est ces gens-là les plus importants. Parce qu'en quittant Omélas, ils vont emporter une révolte, en fait, un refus de recréer la même chose. C'est ça. Les gens qui partent, c'est les gens qui veulent plus cautionner ce système. Et en fait, en partant, c'est eux qui vont propager d'autres imaginaires, d'autres façons de faire. Et du coup, j'étais un peu dubitatif de cette table ronde parce que j'étais vraiment pas du tout d'accord avec le point de les lâches, c'est ceux qui partent. Et pour moi, au contraire, tout l'intérêt de la nouvelle, c'est les gens qui partent d'Omélas, les gens qui décident de quitter Omélas. C'est eux qui vont recréer de nouveaux imaginaires. Et finalement, si Ursula Le Guin, elle n'avait pas quitté Omélas, on n'aurait jamais eu cette nouvelle, on n'aurait jamais eu ses œuvres. Donc voilà, c'est ma réflexion là-dessus. Ça me semble être quelque chose de plus cohérent et aussi de plus logique avec la façon d'écrire et la façon de penser d'Ursula Le Guin. Après, ça veut pas dire que, évidemment, j'ai raison, mais voilà, c'était mon avis sur Ceux qui partent d'Omélas. Et ensuite, pour finir ce premier jour, des Utopiales, j'ai été voir You Are the Universe, qui est un film en compète. Donc je ne vous en parle pas, je ne vous montre pas la bande-annonce. On verra tout ça demain avec Aurore. Et il y avait un concours de cosplay. Après plusieurs années sans concours de cosplay, ce qui nous a rendu très tristes. C'était avant le concours de la TAN, c'était le concours Manga TAN de cosplay. Cette année, le concours de cosplay a été repris par le Château. Et donc c'était en partenariat avec leur exposition Chevalier, et il y avait le concours de cosplay au Château. J'ai mis un point d'interrogation parce que je n'y ai pas été, parce que j'étais au ciné. Donc si des gens ont des news du concours de cosplay, je serais ravie de les avoir. Ensuite, j'ai dormi longtemps, j'étais très fatiguée. Et troisième jour, puisque le premier j'y avais été. Jour 3, vendredi 1er novembre, donc je pars à 9h15, je crois. Donc les yeux collés, pour aller voir une conférence qui s'appelle Espace Clos. Et donc, qui va parler de huis clos, d'enfermement. Ça va parler donc de la Tour des damnés à The 100. La science-fiction s'est toujours passionnée pour l'impact des espaces clos sur les sociétés humaines, condamnées à vivre les uns sur les autres. Pouvons-nous faire société ? C'était une conférence avec Lisa Blumen, donc autrice de BD que j'ai rencontrée pendant les Utopiales, enfin que je connaissais, mais avec qui j'ai fait un entretien pendant les Utopiales. Il y avait Florian Soulas, il y avait... Je me souviens plus. Attendez, j'ai mon programme.
je sais pas pourquoi j'ai mis le titre des conférences, mais je me suis pas dit que j'allais mettre les gens qui étaient aussi sur les conférences. Ça aurait pu être tôt utile. Alors, ah oui, c'était tôt. 9h15. J'ai raté le début, je crois. Alt 236, Lisa Blumen, Amaury Bungen, Florian Soulas, et c'était modéré par Julien Guéry. Donc c'était super intéressant, ça parlait de l'enfermement, de comment faire société, de comment recréer un groupe humain. Bah, c'est toujours des thématiques que moi j'adore. Lisa Blumen parlait de ces 2 bandes dessinées, Avant l'oubli et Astra Nova, où les personnages sont enfermés à la fois dans des espaces clos, mais surtout dans des idées, dans des blocages qu'ils ont. Florian, moi j'ai lu que son dernier roman, donc Regardez tomber tonnerre, où on a une ville très renfermée sur elle-même, très eugéniste. Mais c'était super intéressant, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là vraiment j'y allais pour le plaisir à fond parce que c'est... Les huis clos, j'adore. La SF, j'adore. Donc voilà. Ensuite, j'ai été me faire dédicacer mes cartes Magic par Alexis Briclot, et en passant, je suis passée voir l'expo Alexis Briclot. Donc, il est dessinateur. Moi, je le connais donc quasiment essentiellement pour son travail sur Magic, enfin, pour Magic the Gathering. Donc, il m'a dédicacé avec son petit crayon doré les cartes que j'avais ramenées, dont ma carte Mons Arcane Inaltéré, qui est l'une de mes cartes préférées au monde de Magic. Je suis ravie. C'est du dessin digital très pseudo-réaliste. C'est pas trop ma cam, mais ça m'a fait plaisir de voir des cartes Magic dans les expos. Donc j'étais quand même très content pour ça. Il a d'ailleurs fait une table ronde sur... Enfin, une masterclass sur illustrer Magic the Gathering. Donc, que j'ai pas eu le temps de... Enfin, que j'ai pas pu aller voir. Mais je pense que je réécouterai Enfin, j'écouterai le podcast quand il sortira sur ActuSF parce que je trouve ça super cool. Et ça fait trop plaisir. Alors après, il a aussi beaucoup fait d'illustrations et il a beaucoup dessiné pour Marvel, en particulier. Voilà, en vrai c'était chouette, c'est pas non plus ma cam à fond, enfin pour les gens qui me connaissent, vous savez que c'est pas trop mon esthétique préf, mais ça fait plaisir, sa signature elle est franchement rigolote et jolie, et en plus il m'a dédicacé les cartes avec un crayon doré, donc ça m'a rendu très content. Voilà, et ensuite, là c'était l'heure qu'on attendait toutes et tous, c'est-à-dire... Oui, ok, bon, la conférence, c'était une table ronde sur la guerre est-elle une facilité narrative en SF, mais, tadadada, roulement de tambour, le plus important c'était que c'était Zelda qui était sur scène. Tout à droite, c'est Zelda de Doctrice, notre chère petite Zelda, et donc on avait super hâte. Donc on était au premier rang, on voyait pas grand chose, mais le but, c'était pas qu'on voit grand chose, le but c'est que Zelda... elle nous voit au premier rang et qu'elle soit rassurée. Parce qu'on était dans la salle 2001, donc qui est la plus grande salle de conférence des Utopiales, qui est gigantesque. C'est vraiment un amphithéâtre avec une scène, avec des sièges rouges hyper moelleux. Enfin, c'est stressant, il y a beaucoup de gens. Et la salle était remplie. Et c'était super intéressant. Donc il y avait Hugo Bellagamba qui est tout à gauche. Ensuite, c'est Claire Duvivier. Étienne Chess, qui est un auteur de BD, et Patrick Duny, qui est auteur de romans. Voilà, c'était super cool. Déjà, incroyable de voir Zelda sur scène. On a bien rigolé. C'était aussi très cool parce qu'elle connaît les gens, et il y avait une bonne ambiance. C'était très intéressant quand même comme table ronde. Bref, je mets 10 sur 10. J'étais très fière, très stressée pour elle, et très fière. On a pris plein de photos pour les montrer à Vénus. C'est un bonheur. Et ça a beaucoup parlé aussi d'Ursula Le Guin, comme toujours, parce que Ursula Le Guin, elle a défini plusieurs types de fiction, c'est-à-dire que elle parle... Alors attendez, il faut que je parte du début pour
essayer d'expliquer ça de manière cohérente et assez détaillée. En gros, elle remonte aux origines des histoires et elle dit bon ben en fait les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas besoin d'aller à droite à gauche à la chasse aux mammouths. En fait, ils avaient suffisamment à manger en étant des cueilleurs. Sauf que, en étant des cueilleurs, bon, on s'ennuie un peu. Et aller à la chasse aux mammouths, c'est revenir, certes avec de la viande, mais c'est surtout revenir avec des histoires. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui intéressait Ursula Le Guin, c'est que... Non, attendez. C'est que elle oppose la fiction lance, donc la fiction des héros, la fiction des gens qui partent à la chasse, et la fiction panier, la fiction des chasseurs-cueilleurs, enfin des cueilleurs, pardon, des récolteurs, en disant, en fait, on vit dans une société où tout ce qu'on met en valeur, c'est les fictions lances, c'est-à-dire les fictions où il y a un héros qui va accomplir des choses et qui va revenir blessé et qui va accomplir des exploits. Mais en mettant ça en avant, on ne met en avant que des fictions de violence. Et donc, ce qui est intéressant à mettre en place, ce sont des fictions paniers. Des fictions qui ne parlent plus d'un individu, mais qui parlent d'un groupe, qui parlent d'une société, qui parlent d'autres choses. Et c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré. Bon, en même temps, ça parle de théorie littéraire, ça parle d'Ursula Le Guin, ça parle de narration. Je suis faible face à ces thématiques qui sont pour moi des thématiques géniales de recherche et de réflexion. C'est vraiment, vraiment chouette. Je vous conseille Étienne Chaise si vous ne connaissez pas. Il est dessinateur de bande dessinée et il a 2 grands formats qui s'appellent Hélios et Éther, où on suit des personnages perdus dans des décors gigantesques. Est-ce qu'il y a une vidéo de la conférence? Alors normalement, toutes les conférences, elles sont enregistrées et ensuite il y a un format podcast qui sera disponible sur le site d'ActuSF, je crois. Donc il n'y aura pas de vidéo, par contre il y a des audios de tout. Donc on pourra réécouter cette super conférence. Enfin moi j'ai vraiment adoré. Ensuite, il y a eu l'expo Godzilla. Parce qu'il y a plusieurs expos et je les ai pas toutes faites en même temps. Par exemple, l'expo Émile Ferris, j'ai faite à la fin parce que j'attendais Raph pour qu'on la fasse ensemble. J'adore Godzilla, j'adore les kaiju. Alors les photos sont toutes floues et de travers parce que c'est moi qui les ai prises et que je suis très mauvais photographe. Mais c'est pas grave. J'adore ça. Alors déjà, j'adore les gros monstres. J'adore les robots. C'est des thématiques qui me plaisent beaucoup. Et aussi, à l'époque, ils étaient tous faits en carton et ils sont un peu ridicules. Et ça me rend très très content aussi parce qu'ils sont un peu ridicules et que j'ai du mal à les prendre au sérieux. Mais par exemple, celui tout à gauche, on dirait... il y a des gros yeux blancs. On dirait un peu qu'il a des googly eyes. Et ça me fait trop rire. Vraiment, ça me fait trop rire. Là, au milieu, il y avait un kaiju qui était un espèce de requin sabre. Ça n'a pas de sens, mais je trouve ça tellement drôle. Voilà, j'ai été ravie. Vraiment ravie au plus haut point. J'ai fait cette expo, je pense, 3 fois. Les 3 fois, je suis sortie avec un sourire parce que ça me rendait trop heureux de les voir. Ils sont ridicules et en même temps, ils sont tellement attachants. Il y avait aussi, que j'ai fait en même temps, une expo Métal Hurlant avec plein de couves de Métal Hurlant et aussi avec une histoire de Lolita Couturier qui a été publiée dans l'avant-dernier numéro, je crois, et que j'ai pas pris en photo mais que je vous recommande. Enfin, c'est vraiment très cool. Alors, Métal Hurlant, c'est vraiment de la BD à papa, de la SF à papa même, comme on dit. Mais aujourd'hui, ils ont relancé la série et ils essayent vraiment de diversifier les styles, de diversifier les auteurices. Donc, à voir. Il y a peut-être moyen que on soit surpris. En tout cas, moi je le suis déjà puisque c'est les Humanoïdes Associés qui éditent Métal Hurlant et ils ont édité Lolita Couturier. Donc, je trouve que on peut garder un œil là-dessus.
Il y a peut-être des belles choses qui vont sortir bientôt. Ensuite, j'ai été voir Post-Apo, la vie après la chute. Encore une fois, ma passion, ma vie le Post-Apo, j'adore ça. Cette année, j'ai vraiment ciblé des conférences que je voulais voir, des choses qui me faisaient envie. Et un peu différente d'habitude parce que d'habitude je traîne un peu à droite à gauche, donc je veux aussi voir des trucs que j'ai pas trop, qui me chauffent pas trop. Là cette année, j'ai dit au diable, je sais pas qui je suis, mais j'ai tout envoyé se faire foutre. J'ai dit je vais voir que des trucs qui me donnent envie, même si je dois y aller tout seul. Et j'ai adoré. Bon, évidemment ça cite Cormac McCarthy, bliblablou, bliblablou. C'était... Il n'y a pas de grand chose de révolutionnaire qui a été dit dans cette conférence. Par contre, il y a des... Pour moi, il y a des choses qui en sont sorties de manière plus informelle. C'est-à-dire que déjà, la table ronde était présentée de la manière suivante. À gauche de la scène, il y avait Lolita Couturier et Mélodie Joseph. Donc, deux jeunes femmes qui ont, je crois, enfin, entre 25 et 30 ans. Ensuite, au milieu, il y avait le modérateur. Et à droite, il y avait deux mecs cis blancs de, je sais pas, entre 45 et 55 ans. Et ben, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de ce qui a été dit pendant la conférence. Et pour moi, ça a été vraiment une analyse sociologique de la vie et de comment le post-apo est ressenti. C'est-à-dire que les deux typos, c'était en mode « Oh là là, moi j'adore le post-apo, c'est très cathartique de tout casser comme ça dans sa bande dessinée, de pouvoir mettre en scène la destruction. Et quand j'ai écrit ma BD, c'était très agréable de tout casser. Et après, je me suis dit « Oh, quand même, j'ai pas tant envie que ça de tout casser. Le monde dans lequel on vit, il est pas si mal. » Oui, bravo monsieur. Vous êtes un VHB. Là là là. Et de l'autre côté, Mélodie Joseph et Lolita Couturier parlaient plus en détail du post-apocalyptique, d'à quel point c'est pratique comme genre narratif parce que ça permet de faire table rase et donc de recréer des choses. Elles parlaient toutes les deux de comment est-ce que dans le post-apo on va recréer des contacts, on va se regrouper, on va recréer des choses, on va essayer de refaire société. Et de l'autre côté, il y avait vraiment les deux types qui étaient en mode « Ah, tout casser, l'homme est fondamentalement violent, alors c'est trop bien, la violence, bliblablou, la bliblablou. » Mais c'est fou. Voilà. Et bon, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est-à-dire que déjà, non, je ne pense pas que l'homme est fondamentalement mauvais et fondamentalement violent. Et le post-apo, c'est un genre qui, pour moi, est un genre fondamentalement optimiste, puisque malgré une quelconque catastrophe, l'humanité a survécu. Et rien que ça, c'est hyper réjouissant. Du coup, au lieu de faire des sociétés où tout le monde s'entretue, on peut aussi se concentrer sur d'autres types de fiction et sur des reconstructions, sur des recréations. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas de mon point de vue. Ça donne des œuvres qui sont plus intéressantes, qui ont des choses différentes à dire avec tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on a déjà lu, tout ce qu'on connaît déjà. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire toujours sur le post-apo. J'ai bien aimé cette conférence, mais sans plus parce que j'ai pas appris grand-chose. Après, c'est aussi que le post-apo, ça a été l'un de mes sujets de recherche, donc je suis quand même très calée sur le sujet. Ensuite, c'était l'anniversaire de Doctrice. Donc on s'est retrouvés en live sur Twitch pendant une heure et quelques, je crois. Et donc, avec des invités au top, c'est-à-dire Manu Pedon du Coin Pop, Jean Krug, notre spécialiste des rapports du GIEC, qui est écrivain, Zelda, donc de Doctrice, Moustique, c'est moi, et Eva Sidanian, qui est libraire. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que elle nous a présenté sa librairie le samedi. Mais donc Eva qui est libraire et qui est aussi un quart de la direction littéraire des Utopiales de 2024. On a parlé du fandom, je crois, je sais plus ce que c'était que le thème. J'ai appris le thème vraiment 5 minutes avant le live, mais on a beaucoup parlé de justice sociale. C'était très cool. Ça fait toujours plaisir de parler de justice sociale, donc voilà.
Et ensuite, j'ai été voir High Rise. Un film génial. Je vais vous montrer la bande-annonce parce que ça vaut le coup. C'était super, vraiment super. Je me suis pris une bonne petite claque comme je m'y attendais pas. J'adore quand c'est comme ça, hein. J'adore aller voir un film en me disant: «OK, qu'est-ce que ça va être?» et me prendre, une petite claque cinématographique dans la tronche. Alors c'est un film qui date de 2015 avec Tom Hiddleston, donc j'étais super choquée, j'avais jamais entendu parler de ce film. C'est un film, donc qui est adapté d'un roman, je crois, de Ballard, un super auteur de SF, qui fait aussi, beaucoup de post-apo et ouais, c'était quelque chose. Je vous présente donc la bande annonce de High Rise. Non, je me suis trompée de bouton. Let's go. For all its inconveniences, Lang was satisfied with life in the high-rise. Ready to move forward and explore life. How he had not yet decided. I thought you were empty. I just moved in. You're an excellent specimen. You don't know how things work around here, do you? I'm a fast learner. Which floor are you? 25. We're down in the bottom, in all sorts of shadows. Most families are. We pay the same charges as the top floors. We want our fair share of the power. Things would be better if we could afford to move to a higher floor. If you lower people, overload the system, there'll be power cuts. How's the high life? Prone to fits of mania, narcissism, and power failure. You built all this. I put all my energies into this tower. Is that a horse? Probably. From the 40th floor. Your husband appears intent on colonizing the sky. Who can blame him when you look at what's going on down at street level? I think we should be prepared to meet moderate resistance. Perhaps you're right. What are you doing? What are you doing in there? Teething problems. Building's still settling. Doesn't it seem odd that a man can fall from the 39th floor and not one police car turn up? Where's the sirens? What have you got there? A kaleidoscope? What can you see through that thing? The future. C'était une claque, une bonne claque, pas prévue, mais une bonne claque quand même. C'est pas ça que je veux vous montrer, c'est ça que je veux vous montrer. Donc High Rise, qu'est-ce que c'est? High Rise, c'est, l'histoire d'un typos joué par Tom Hiddleston qui s'installe dans un gigantesque building. Il y en a d'autres qui sont en construction autour. Il habite alors faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que la nouvelle, enfin le roman date d'il y a un bout de temps et donc c'est des buildings de 40 étages. Aujourd'hui, évidemment qu'on se dit un building de 40 étages, d'accord, c'est pas si haut. À l'époque, c'était quand même assez zinzin. Et il y a tout dedans. Donc il y a une piscine, il y a des cours de tennis, des cours de squash, des supermarchés et donc Tom Hiddleston, qui est un docteur en physiologie, il s'installe au 25e étage. Et il découvre que, évidemment, c'est une société concentrée sur elle-même qui
fonctionne de manière hiérarchique, c'est-à-dire que les plus riches et les plus puissants habitent tout en haut, le 40e étage étant possédé par l'architecte qui est en train de construire 4 autres, je crois, ou 3 autres buildings autour. Et en fait, de plus en plus, il perd pied avec la réalité. Il n'arrive plus à aller à son travail, il n'arrive plus à sortir de cet immeuble où il y a tout et où il fait tout. Et en fait, tout ce qui les motive, c'est de gagner dans cette hiérarchie, dans cette espèce de jeu politico-narcissique, de gagner des places, de grimper. Mais ils deviennent tous fous. Ils deviennent tous fous. C'est très violent. Faut s'accrocher, trigger warning, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi j'ai adoré, j'adore les huis clos, j'adore les films qui parlent d'une société dans la société. Ben Wheatley, je le connais juste parce que c'est lui qui a réalisé Free Fire, un super film avec Brie Larson, avec deux gangs qui se tirent dessus basiquement, dans un huis clos aussi. Et ouais, c'était très cool. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je pense que je le reverrai. Voilà. Et donc j'ai fini le vendredi 1er novembre par ce visionnage. C'était la fin de mon vendredi. J'étais bien claquos, comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, samedi 2 novembre, jour 4. Il y a des chiffres, je les inverse. À chaque fois. J'ai commencé par... C'est l'histoire d'un blob qui rencontre une IA. C'était super. Alors d'abord, le truc le plus important à noter, c'était que c'était avec Audrey Dussutour, qui est la spécialiste en France du blob, qui a fait une présentation incroyable donc de tous ses travaux de recherche sur le blob. C'était passionnant, c'était fascinant. Et ensuite, il y a eu un échange. Tu vas télécharger le film. Le thème Doctrice, c'était justice sociale et imaginaire et IRL. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Le thème du live de Doctrice. En fait, à la base, l'idée de cette conférence, c'était de faire interagir un blob et une intelligence artificielle. Sauf que on s'est rendu compte évidemment que c'était pas possible. Mais le blob étant un être vivant très simple et pourtant très complexe, avec lequel on a du mal à comprendre entièrement comment ça fonctionne, l'idée, ça a été de rentrer dans une IA les patterns de comportement des blobs pour savoir si l'IA pouvait s'adapter à ça, à ces fonctionnements, ou pas, et savoir comment ça fonctionnait. Bref, c'était assez cool. Alors, j'ai pas tout écouté, surtout parce que la partie sur le blob m'intéressait à fond, la partie sur l'IA m'intéressait beaucoup moins. J'ai remis la petite musique, je veux pas que ce soit trop fort. Mais c'était super, super intéressant. Vraiment, j'étais bluffée, j'ai appris énormément de choses sur le blob. C'est assez dingo. Audrey Dussutour, faut savoir qu'elle a toujours des blobs à donner. Elle donne des blobs à tout le monde. Donc si un jour vous la croisez, elle aura peut-être un blob dans ses poches à vous filer. Ensuite, ça c'était juste avant le déjeuner. Et ce qui était très cool, c'est que j'ai réussi à toper quasiment toute la frate. Il manquait qui? Il manquait Chatou, je crois. Il manquait Louisou. Mais sinon, j'ai pu me faire un déjeuner très cool avec presque toute la bande. Ça faisait trop plaisir. Parce que du coup, pendant les tutoriels, j'ai croisé plein de gens à droite, à gauche. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir me poser un petit peu pour discuter avec tout le monde. Et ensuite, on a quasiment tous et toutes été voir la conférence SF, un genre à strat. Et donc, l'idée que la science-fiction, quand on la construit, on va créer peut-être d'abord une physique, et puis ce genre de choses c'est différent.
et puis une façon de... une société, et puis une façon dont cette société, elle va interagir avec le monde. Mais comment est-ce qu'on met ça en place? Et c'était donc une conférence avec, donc modérée par Simon Bréant, qui est tout à gauche, avec Claire Duvivier, Lisa Blumen, Ram V et Ivan Kegel. Donc sur l'écran là, c'était la couverture de Toutes les morts de Laila Starr, qui est scénarisée par Ram V et dessinée par Felipe Andrade, qui n'était pas là. En fait, Ram V, c'est un scénariste indien qui vit aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur Batman, sur les Marvel, et qui a sorti 2 romans graphiques incroyables, Toutes les morts de Laila Starr et Le dernier festin de Rubin. Et il était là pour présenter sa dernière bande dessinée, son dernier projet, dessiné par Ivan Kegel, donc qui est tout à droite, qui s'appelle Down Runner. Je les ai interviewés tous les deux le dimanche. C'était super intéressant, ça aussi. Ça parlait de comment est-ce que finalement, quand on crée un univers, même si en tant qu'auteur, en tant que créatrice, on va imaginer des tonnes et des tonnes de choses, c'est des choses qu'on ne pourra pas mettre en fait dans la bande dessinée ou dans le roman. Et donc, on va plutôt travailler sur des petits détails, et à partir de ces petits détails, laisser la place au lectorat de comprendre les choses, de s'imaginer les choses. Et c'est très intéressant aussi parce que ça implique que l'auteurice, dans sa création, laisse une part d'interprétation aux personnes qui lisent. Donc, ça met en avant l'écriture comme, non pas comme une fin, mais comme un moyen de communiquer des choses à d'autres gens qui vont pouvoir interpréter les trucs. Donc c'était vraiment chouette. Et après, on a fait la rencontre avec Eva Sinanian, qui nous a présenté donc sa librairie. Je dis sa librairie, c'est pas sa librairie à elle. C'est-à-dire que c'est une librairie coopérative. Et donc on a parlé de... c'est une discussion aussi sur le fonctionnement d'une librairie coopérative. Donc si vous habitez à Paris, si vous êtes pas loin de Paris, si vous allez souvent à Paris, n'hésitez pas à passer au mot à la bouche. Je sais absolument pas où c'est dans Paris, mais c'est une librairie queer en coop. C'est très cool. Et ensuite, j'ai été me faire dédicacer Détour par Epsilon par Lolita Couturier, le tome 1. Avec à l'intérieur un personnage du tome 2, évidemment, parce que la logique, voilà. Je vous le montre. C'est Momo. C'est mon perso préf. C'est Momo avec la mouette. Très content. Donc on a discuté de BD encore. Ça m'a fait super plaisir. Et j'étais en retard pour la suite, c'est-à-dire mon entretien avec Lisa Blumen. J'ai eu peur de me faire gronder par l'attaché de presse et l'assistante de l'attaché de presse. Heureusement, je ne me suis pas trop fait taper sur les doigts. J'ai un audio de ça, donc il y aura probablement une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous préviens que au début, on m'entend très fort respirer parce que j'étais super essoufflée d'avoir couru pour arriver à l'heure. On a discuté donc de narration, on a discuté de création littéraire, et puis des thèmes qui courent toujours à travers les bandes dessinées de Lisa Blumen, c'est-à-dire on laisse aux gens comment est-ce qu'on fonctionne dans le groupe. Ça parle de l'abandon, ça parle de la solitude, ça parle du lien qu'on fait avec les autres. C'est super. C'était vraiment chouette. J'ai encore débordé puisque normalement les créneaux c'est 30 minutes et là on a parlé pendant 1 heure et quelques. Mais voilà, je vais essayer de faire une vidéo pour ma chaîne YouTube de cet entretien. C'était très très cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai un peu pleuré parce que j'étais très émue et parce que c'est des bandes dessinées qui me touchent énormément, qui me font pleurer. Donc je n'y pense pas trop. Je pense pas trop à la fin. Et donc je pleure. Et vu que j'ai déjà pleuré pendant l'entretien, je vais pas pleurer pendant mon live où je parle de l'entretien. Voilà. Et j'ai terminé cette journée avec la remise des prix. Non, j'ai pas terminé cette journée, j'ai fait d'autres choses. Mais d'abord, remise des prix, que j'ai suivi de très loin parce que les prix romans, on le savait déjà. Moi, j'attendais que le prix BD.
qui a été remis au Dieu Vagabond, au Fils de Pan, donc la suite du Dieu Vagabond de Fabrizio Dori. Je suis ok tiers. C'est ok, voilà. Genre, c'est une bonne BD, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense qu'il y avait moyen de donner un prix à un truc mieux, plus novateur, quelqu'un de moins connu peut-être. Après, j'ai pas lu toute la compète, donc on en reparlera quand j'aurai lu toutes les BD sélectionnées. Pour le moment, moi, la BD qui me fait le plus de l'œil, c'est l'Archipel. Donc je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Et puis pour ce qui est des prix de films, on en parlera demain avec Aurore. Et pour finir, donc là c'est la fin, j'ai récupéré Raph qui était parti voir je sais plus quel film. Et on a fait l'expo Émile Ferris, le Émile Ferris Freak Show. Quand il n'y avait pas trop de monde, parce que en fait là on le voit pas trop sur les photos, mais c'était construit comme un labyrinthe, donc c'était très étroit. C'était une très bonne idée d'exposition. Enfin, je trouve que la façon dont l'expo a été agencée était vraiment vraiment chouette. On a pu voir le petit loup-garou enquêteur, Karen, loup-garou enquêteur. C'était cool. Alors, j'étais moins hypée parce que j'avais pas encore lu ni le tome 1 ni le tome 2 de Moi ce que j'aime c'est les monstres. Maintenant que j'ai bouffé les 2 tomes, je suis contente d'avoir quelques photos. Surtout du loup-garou. Donc voilà. J'étais rincée encore une fois. Là, ça faisait 3 jours, j'en pouvais plus. Et au bout de ma vie, j'ai bien dormi. Pour enchaîner sur le vendredi, dans le dimanche, et vraiment les jours de la semaine et moi, c'est compliqué. Donc dimanche 3 novembre, dernier jour des Utopiales, jour 5. J'ai commencé par un entretien avec Maïté Robert, qui est l'autrice de InScience, donc la BD sur la santé avec l'INSERM, et de l'école des lettres avec Popésie. J'ai aussi un enregistrement de ça, donc je pense que je ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube, pareil, pour mettre à disposition cet entretien. C'était super intéressant. Je dis beaucoup super intéressant, mais c'est parce que j'ai vraiment passé une super édition des Utopiales. On a parlé de vulgarisation scientifique, on a parlé de compréhension, on a parlé de mise en scène de concepts, de mise en scène d'événements historiques. C'était très très cool. Et puis c'était un entretien où j'étais pas seule, puisque Maïté Robert avait ramené Pierre de l'INSERM, je ne sais pas son nom complet, enfin pour moi c'est Pierre de l'INSERM avec des tirets. Et moi j'étais avec Gaël, donc c'était chouette parce que ça nous a permis aussi d'avoir des points de vue différents, des questions différentes. Voilà, c'était très intéressant. Ensuite, j'ai fait la sieste, j'étais épuisée, donc j'ai été tester la salle zen. Chimène est arrivée en m'expliquant qu'il y avait un stand dans le sous-sol où on pouvait faire un bingo et avec ça, on pouvait gagner des dés. Donc j'ai été dépenser tout mon argent là-bas. J'ai pas gagné de dés, mais c'est pas grave parce que du coup j'ai eu des bonbons. Et Aurore et Raph ont gagné des dés, donc c'était très chouette. Et ensuite, j'ai retrouvé cette chère et tendre risotto qui m'avait manqué évidemment puisque je ne l'avais pas vue depuis plus de 24 heures, ce qui est le moment où elle me manque. Et en les retrouvant après mon entretien, j'ai retrouvé Risotto et Raph devant une affiche où il y avait écrit chasse au trésor de la cité. Donc on a commencé à faire la chasse au trésor de la cité. Il y avait un code morse qu'on a commencé à décrypter. On n'a pas réussi. On a fini par aller demander ce que c'était. On s'est retrouvé avec une fiche explicative de 6 étapes différentes de c'est quoi la chasse au trésor. Donc vraiment, nous, on a commencé ça le dimanche, le dernier jour. On n'avait aucune chance de réussir. C'était une chasse au trésor de ouf. C'est-à-dire que il y avait plusieurs affiches à différents endroits avec un code morse. Mais le code morse, il était imprimé à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, on s'en rendait bien compte parce que les slash, ils étaient dans le mauvais sens. Donc nous, on a essayé dans un sens et dans l'autre. En fait, il fallait inverser les traits et les points pour comprendre le code. Donc déjà, moi, je trouve ça pas logique. On était bloqué à la première étape, très clairement. En fait, une fois qu'on avait débloqué cette étape-là, on devait accéder à... Ça nous donnait le code suivez le sens de la file, et donc il fallait qu'on cherche un panneau. Il disait suivez le sens de la file sur lequel il y avait un QR code. Le QR code, il nous emmenait
dans le café de la cité, où sur les écrans du café de la cité, il y avait d'autres messages qui apparaissaient, qui allaient nous conduire à une playlist Spotify, qui allaient nous conduire à un roman dans la bibliothèque du café. Bref, une dinguerie. Donc je l'annonce, l'année prochaine, jour 1, je prends toutes les affiches en photo pour commencer la chasse au trésor Day 1, pour ne pas perdre de temps, et pour ne pas... je pense que je vais avoir besoin de au moins 48 heures pour comprendre toutes ces énigmes, donc voilà. Et au final, on sait même pas ce que c'était que le cadeau. On a les étapes de la chasse au trésor, mais on sait pas ce que c'était que le cadeau, donc tant pis. Bref, n'oublions pas qu'il y a une chasse au trésor, ça fait plusieurs années. Et ensuite, j'ai été voir Ramvé et Ivan Kegel, donc pour les interviewer sur Dawn Runner. Je vais pas mentir, au départ, j'étais un peu saoulée parce que moi, j'avais préparé mon interview seulement pour Ramvé, c'était lui que j'avais demandé, et j'ai appris samedi après-midi, donc pour dimanche, que mon interview, en fait, elle était avec Ramvé et Ivan Kegel, et que du coup, il fallait que je parle de Dawn Runner et que je prépare des questions sur Dawn Runner, alors que moi, j'avais pas du tout prévu ça. J'avais prévu de faire une discussion sur la bande dessinée et sur les thématiques qui sont mises en place dans Layla Starr et le dernier festin de Rubin. Bon, j'ai été très ronchon, j'ai beaucoup râlé, beaucoup, vraiment énormément râlé. En plus, c'était en anglais, j'étais très stressée de parler anglais. Finalement, ça s'est quand même bien passé. J'ai été très honnête. Je leur ai dit que au départ, j'avais pas aimé, mais que en fait, en en parlant, il y a des trucs qui se sont dégagés, des nouvelles thématiques, des choses que j'avais moins vues, pas voulu voir, et c'était super chouette. Finalement, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas d'enregistrement, mais j'étais tellement stressée que de toute façon, je pouvais rien faire à part me concentrer pour dire des mots en anglais qui avaient à peu près un sens. Mais c'était impressionnant et très intéressant. Impressionnant dans le sens où c'est quand même deux auteurs qui ont une très grosse carrière, mais c'était hyper cool. Je leur ai dit que alors Dawn Runner, c'est une histoire de mecha et de kaiju, et que à ma première lecture, j'avais vraiment pensé que c'était Neon Pacific Rim Evangelion, et ça les a beaucoup fait rire. Heureusement, parce que sinon ils auraient pu aussi très mal le prendre, et là ça aurait été beaucoup moins fun pour moi. Mais c'était chouette, c'était un chouette moment. Et finalement, Dawn Runner que j'avais acheté vraiment comme ça, bah finalement je suis content de l'avoir et je suis content de la garder. Les thèmes sous-jacents, alors, Ramvé, il parle beaucoup des choses qu'on laisse derrière nous. C'est-à-dire que ces œuvres, elles parlent du souvenir qu'on va laisser aux gens, de la famille, de comment est-ce que on peut laisser ou non une trace, des choses qu'on veut laisser ou qu'on veut pas laisser. Les gens, quand j'ai commencé à lire les BD de Ramvé, on m'a dit oh tu vas voir, Ramvé il parle beaucoup de la vie et de la mort, et je suis pas d'accord. En tout cas pour moi c'est pas le thème de ces bandes dessinées. En fait la vie et la mort c'est pas le point, parce que dans Toutes les morts de Layla Starr, le personnage de Layla Starr c'est la mort personnifiée, et finalement, elle meurt jamais puisqu'elle est toujours ramenée à la vie. Donc, la question de la vie et de la mort, c'est pas un point. Et dans le dernier festin de Rubin, on suit un ogre mythologique de la mythologie indienne, et c'est aussi un personnage qui est immortel. Donc, la mort, c'est pas un point du tout. C'est pas un intérêt du tout. Et dans l'histoire de Dawn Runner, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il y a toujours une façon de vaincre la mort. En fait, que Ramvé y met en place, c'est qu'est-ce que je veux être pour les gens? Qu'est-ce que je veux être pour l'humanité? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser de moi? Qu'est-ce que je suis prêt à donner de moi pour les autres? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Qu'est-ce que je suis prêt à offrir? Quelle vision j'ai envie que les gens y gardent de moi? Et c'est hyper beau, je trouve. C'est très poétique, c'est très touchant. Layla Starr et Rubin, ça se passe en Inde. Donc c'est très chouette. Felipe Andrade, il a vraiment un trait qui est plein de couleurs, qui est vivant, et qui, par opposition de couleurs, crée des grands espaces. Et Ivan Kegel, il a un trait qui est vraiment différent de celui de Andrade,
C'est-à-dire que là, on est plus sur des choses qu'on a l'habitude de voir dans le comics contemporain, avec plus de rondeur, je dirais. Il y a enfin, je dirais, un éloignement avec le trait de Mike Mignola, qui est le trait qui a influencé le comics et qui a eu une influence fondamentale pendant des années. Je trouve que aujourd'hui, on s'en détache un petit peu et ça fait plaisir. Et Dawn Runner, c'est une très grande bande dessinée avec des très grandes planches, avec des très grands personnages, des très grands mechas, des très grands kaijus. Ça parle de cette espèce d'immensité du monde et d'immensité du monstre. Ça parle de faire face à ses plus grandes peurs. Ça parle aussi d'à quel point on se sent impuissant. Non pas spécialement face à notre propre mort, mais face à la perte des gens qu'on aime et de nos proches, face à la maladie. Finalement, les kaijus, on pourra toujours trouver une solution pour les vaincre, mais la maladie, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus insidieux. Donc, ça met ces choses-là en perspective dans un affrontement qui n'a pas lieu d'être et ne peut pas être gagné d'un côté ou de l'autre. Voilà. Finalement, j'étais très contente de cet entretien et je suis très contente d'avoir cette BD. Et j'ai terminé mes Utopiales par la naissance de Kitaro. Je savais pas qu'il y avait un film, je savais pas que les Utopiales proposeraient un film d'animation de Kitaro, mais purée de patates douces, comment j'étais hypée et comment j'étais content. J'adore Kitaro. Alors, Kitaro le Repoussant, c'est un manga de Shigeru Mizuki qui est, à mon humble avis, l'un des plus grands mangaka japonais du monde. Enfin, japonais du Japon du monde. Kitaro le Repoussant, c'est l'histoire d'un gamin qui est à moitié yokai, à moitié fantôme, et qui rencontre des yokai qui aident les gens, mais qui aident surtout des enfants dans leurs problèmes quotidiens face aux yokai. Il y a 11 tomes de Kitaro le Repoussant, c'est aux éditions Cornelius. Je vous recommande vraiment de lire ça, c'est génial. C'est passionnant. Shigeru Mizuki, il a eu une vie compliquée. Il a fait la guerre, il a perdu son bras à la guerre, c'était son bras fort, c'était le bras avec lequel il dessinait, donc il a dû tout réapprendre. Il est très critique de l'impérialisme et du nationalisme japonais, il est profondément anti-guerre, et c'est des thématiques qu'il met aussi en scène un peu moins dans Kitaro, mais plus dans ses autres mangas comme Opération Mort, comme son autobio sur la guerre, comme aussi dans Nononba, où il raconte de manière un peu fantasmée son enfance avec sa grand-mère qui lui parle des yokai, et où ça parle aussi de la guerre au Japon. Et là, The Birth of Kitaro, The Mystery of Gegege. Donc Gegege, c'est le bruit que font les insectes quand Kitaro passe. Et je crois que d'ailleurs le titre japonais c'est Gegege no Kitaro. I guess. Il y a eu un animé. Donc il y a eu un animé il y a Back in the Days, il y a longtemps, dans les années 80 je crois. Mais il y a aussi un animé qui a commencé à sortir en 2018. Donc moi j'ai pas du tout vu, donc je vais rattraper ça. Et The Birth of Kitaro, ça parle aux gens qui ont regardé l'animé mais qui ont grandi. C'est un film qui est très dur. Trigger warning, beaucoup de choses, VSS surtout, beaucoup de violence, mais c'est un film qui est passionnant, qui fait le lien entre tout ce qu'on a lu dans Kitaro, je pense des choses qui ont été mises en place dans l'animé, et une nouvelle génération, un nouveau moment, une nouvelle page de l'histoire de Kitaro. Vraiment un bonheur, je vais vous montrer la bande-annonce. Je suis sortie de ce film, mais j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. C'était vraiment ma clôture des Utopiales et j'étais remplie de bonheur.
あれから長い時が経った。あれから70年、ついにこの時が来たか。お母さん。わしは探し物をしに来たんじゃよ。こいつはただの負け犬だな。君に我が社の命運を託そう。捨てられる前にのし上がる。そのためなら何だってやってやる。見かけない顔がいるようだけど。あそこは禁域とされているんです。暴いてやろうぜ。何を見ても逃げるでないぞ。このままではもって3日ほどかと。なんだここは。重い因果を背負わせたものじゃ。引き返してください。この先は何が起こるかわかりません。殺せ！俺を殺せ！どこじゃ？どこにおる？まった人間ってやつは。約束しろ。絶対に生きて戻ってくると。我が子が生まれる世界をこの目で見てみとうなった。C'était trop bien, vraiment c'était mais incroyable. J'étais je suis sortie, vraiment j'étais plutôt sans voix de tout ça. Quand on a lu Kitaro, il y a plusieurs scènes qu'on a déjà lues, que j'avais jamais vues animées. Donc c'était génial de les voir là en animation. C'était super. Un super film que je recommande. Je pense que l'animé vaut le coup aussi, donc j'ai pas encore vu. Je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai vu. Mais ouais, c'est quelque chose. L'animation est incroyable, vraiment incroyable. Le rythme est brillant. C'est étouffant, c'est angoissant comme souvent le sont les histoires de Mizuki. Évidemment, il y a un personnage qui s'appelle Mizuki dedans. Et rien n'est laissé au hasard là-dedans. C'était super. Voilà. Je crois que rien que de revoir la bande-annonce, ça me donne le sourire, comme quand j'ai fini mes Utopiales. Et on n'est pas rentré trop tard ce soir-là. Raph était parti voir un autre film que j'avais aussi très très envie de voir. C'était la journée où j'ai raté tous les films que je voulais. Et c'était la journée où il y avait aussi Morse qui passait. Qui était dans la carte blanche d'Émile Ferris. Et Aurore vous en parlera demain, puisque moi j'ai pas vu Morse. Enfin, j'ai déjà vu Morse, c'est un de mes films préférés. Ça faisait des années que j'en parle. Ça fait des années que j'en parle à tout le monde. Et je suis très content que Aurore l'ait vu, que Raph l'ait vu, parce que c'est un film que je trouve exceptionnel. Voilà, donc on vous en parlera plus en détail demain. Je vais m'arrêter là. En tout cas, pour moi, c'était une édition des Utopiales qui était vraiment, vraiment bien. Vraiment bonne. Je trouve que la programmation, elle a gagné en qualité. Il y avait beaucoup de gens que je connaissais pas dans le programme. Et ça fait plaisir parce que c'est aussi plein de nouvelles têtes. Plein de nouvelles et de nouveaux autoristes à suivre, à découvrir. Et ouais, la programmation était vraiment cool. Moi qui fais pas du tout de... Comment ça s'appelle ? De compète d'habitude. Enfin, en général, je regarde surtout les rétrospectives. Et là, vraiment, les rétrospectives, elles étaient dingo. Vraiment dingo. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par les Mizuki, Priscille ? Explique-moi. Donc oui, je vous recommande les Utopiales si vous n'avez pas été
vous n'avez pas pu assister à cette édition-là, n'hésitez pas à aller regarder les films qui ont été présentés aux Utopiales. N'hésitez pas à aller écouter les podcasts des conférences ou des tables rondes qui vous intéressent parce que vraiment, il y avait de la super qualité cette année. Il y avait une très bonne ambiance aussi, j'ai trouvé. Est-ce que c'est des genres de créatures japonaises ou un style d'animé? Ah non, je parlais de Shigeru Mizuki. Mizuki, c'est l'auteur de Kitaro le Repoussant. Ou alors ma langue a fourché. Et sinon, je parlais des yokai. C'est que Mizuki, il travaille sur la figure du yokai. Donc le yokai, c'est une des façons de désigner les créatures du folklore japonais. Et c'est Mizuki, c'est Shigeru Mizuki en fait qui a relancé la figure du yokai dans la culture japonaise. C'était une figure qui était très oubliée et il a énormément travaillé dessus, il a fait beaucoup de recherches et il est l'auteur d'un dictionnaire des yokai aussi. Super. Oui, c'est ça, Mizuki pour ses créations. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là.